Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on est là pour parler de cancer de la prostate. Donc, on parle de diagnostic précoce et une meilleure prise en charge. Docteur Farid Akaya qui nous a rejoint pour ces questions de la semaine, les questions des téléspectateurs, pour vous éclairer un petit peu aussi sur justement cette maladie. Coucou ici. Coucou, toujours dans le rose, alors que là, c'est le rose et bleu. Soutien aux femmes. Ah ouais, tu vois c'est comment bien. Je dédie ma vie à la jante féminine. Et j'ai suivi avec attention l'exposé du maître chirurgien et c'était vraiment intéressant. Et merci pour ce qu'il fait pour la jante masculine. Donc tu te prépares pour tes 45 ans comme ça. Ah ouais, étant un homme, je suis ce qu'il a dit particulièrement avec attention. Nous sommes tous visés, tu sais, la maladie ne fait pas de distinction. Exactement. Que tu sois personnel de santé ou profane, nous sommes tous les mêmes. C'est ça. Docteur, tout à l'heure, vous parliez on a un petit peu fait le tour, on a parlé de dosage pour les diagnostics, on a parlé du toucher rectal aussi. Encore d'autres questions qui vont arriver, mais qui est à risque vraiment d'avoir le cancer de la prostate? Alors, le cancer de la prostate, comme on l'a dit, comme pratiquement la plupart des cancers, c'est que on a du mal à vraiment vous définir les éléments qui vont causer la pathologie. Et donc, on parle très souvent de facteurs de risque. Et spécialement pour le cancer de la prostate, on a déjà soulevé l'âge. Pourquoi l'âge? Parce que à partir de 50 ans, le risque augmente. Le risque du cancer est vraiment réel et par rapport à cela aussi, on s'est rendu compte que certaines ethnies, notamment la race noire, est à même de faire plus le cancer de la prostate que les autres ethnies. Donc le fait d'être noir aussi, la population noire a un risque beaucoup plus élevé, parfois jusqu'à 4 voire 5 fois plus élevé que les autres races, notamment la race asiatique. Derrière cela, on a parlé des facteurs génétiques. Donc pour les gens qui ont eu des parents ou des cousins, des frères ou voilà ayant fait ce cancer-là ou d'autres cancers, notamment le cancer du sein et le cancer de l'ovaire, on se rend aussi compte que le risque reste beaucoup plus élevé que le reste. Et donc, parmi les facteurs, globalement, vous avez l'âge qui dépasse 50 ans, qui est un facteur bien défini. Vous avez la race noire, qui aussi est un facteur bien défini, c'est bien connu. Mais c'est lié à quoi exactement là pour la race noire? C'est par rapport à... Pour la race noire, on pourra peut-être nos gènes gènes globalement. C'est un peu comme les Asiatiques qui vont vous faire plus les cancers du rein que d'autres types de cancers, ou encore les Européens qui vont faire plus le cancer du poumon que d'autres cancers. Peut-être là encore, c'est lié à l'exposition tabagique et à la pollution industrielle, d'accord? Et on a du mal vraiment à savoir pourquoi, mais on sait que c'est bien réel. Les Noirs font plus de cancers que les autres races. Et aux États-Unis, c'est très parlant. Les Afro-Américains, l'incidence dans la population afro-américaine est beaucoup plus élevée que l'incidence dans les autres races vivant aux États-Unis. Maintenant, en dehors de ces 3 facteurs bien connus, vous avez les facteurs environnementaux qui vont jouer aussi un rôle non tellement important, mais ça existe. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que les gens qui, par exemple les Asiatiques, qui vont quitter la Chine, la Corée du Sud ou le Japon et qui vont vivre aux États-Unis, ces Asiatiques-là feront plus le cancer de prostate d'une façon légèrement plus élevée que les Asiatiques vivant sur leur sol de nativité, d'accord? Et puis en dehors de ça aussi, vous avez l'éjaculation qui revient tout le temps dans les questionnaires. Quel est le rôle joué par l'éjaculation dans le risque du cancer de la prostate? En fait, c'est juste des études qui ont été réalisées et on se rend compte que les gens qui ont eu énormément d'éjaculation par mois, on parle de une vingtaine d'éjaculations par mois, le risque de cancer serait légèrement diminué par
rapport à quelqu'un qui ne fait pas plus d'éjaculation. Vous dites ça, là, ça les motive, là, monsieur, docteur. Hein. Alors, il faut nuancer parce que quand on parle d'éjaculation, c'est pas forcément aller faire des rapports avec une centaine de femmes ou 400 femmes comme on le voit ces derniers temps sur les réseaux. Non, c'est pas ça. C'est c'est l'éjaculation pure et simple qui peut être obtenue, pas forcément suite à un rapport sexuel. Il y a énormément de moyens pour pouvoir éjaculer. Et voilà. Et puis en dehors de ça, vous avez ce qu'on appelle le syndrome métabolique, l'hypertension, l'obésité, qui aussi revient ces derniers temps comme étant des facteurs donnant plus de cancer de prostate assez agressif, d'accord, mais le risque serait quand même légèrement au-dessus de la moyenne pour ces patients-là. Et parlant aussi de l'influence de l'environnement, vous avez certains insecticides utilisés dans les plantations de bananeraies et tout, qui agiraient aussi en augmentant le risque. Et parmi ces insecticides, on a un élément dans les insecticides qu'on appelle la chlordécone, qui serait l'élément favorisant le cancer. Voilà un peu ce que je peux dire sur les facteurs de risque. Mais dites-moi, à partir d'un diagnostic positif, quel est le processus auprès du patient? Lorsqu'on fait déjà le diagnostic, déjà le processus du diagnostic, je pense que je l'ai décrit. Oui. Il y a l'examen clinique, il y a l'IRM, il y a la biopsie prostatique éco-guidée avec l'analyse des tissus prélevés par nos collègues, les anatomopathologiques. En fait, tout part de là. C'est eux qui doivent nous dire que, docteur, j'ai trouvé le cancer. Et quand le patient vient vous revoir, il y a un long processus. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'annonce de la pathologie, d'accord? Et l'annonce de la pathologie doit être quelque chose de très délicat parce que vous recevez le patient et puis il a un cancer. C'est comment le lui dire, comment amorcer la discussion et comment faire de telle sorte que ce patient puisse comprendre ce qu'il a et pouvoir accepter la prise en charge. Et donc, lorsque vous faites l'annonce du diagnostic, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le bilan d'extension, en fait, le but, c'est de pouvoir savoir à quel stade se situe la maladie de notre patient. Parce que toute prise en charge, toute décision thérapeutique va se baser sur cela. Et lorsque vous faites votre bilan d'extension, très souvent, c'est le scanner, l'IRM encore, si vous ne l'avez pas fait auparavant, et la scintigraphie osseuse et parfois d'autres examens encore. Lorsque vous le faites et que vous avez vos résultats, ça vous permet de stadifier votre patient. Vous savez réellement que mon patient, à partir de tous ces éléments-là, à partir de sa clinique, à partir du bilan paraclinique, à partir de tout ce que j'ai fait, voilà comment je classe mon patient. Une fois que vous avez tous ces éléments, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dossier va voyager tout seul sans le patient. Vous allez présenter le dossier à un groupe de collègues. C'est ce que nous appelons les réunions de concertation pluridisciplinaire, parce que la prise en charge n'est pas prise par un seul médecin qui reste dans son coin, d'accord? Et donc, il faudrait présenter le dossier à un collège de médecins et à partir de là, vous allez savoir est-ce que suite à ceci, suite à cela, quelle est la meilleure option thérapeutique au patient. Donc, lorsque vous obtenez ces informations-là, vous reconvoquez votre patient qui va revenir et généralement, j'insiste, il ne faut pas que le patient vienne tout seul. Vous discutez pendant 45 minutes avec le patient et après, c'est son fils aîné qui vous appelle, sa soeur qui vous appelle, sa tante qui vous appelle, sa fille à Paris qui vous appelle. C'est très fatigant pour les médecins. Donc, l'idéal, c'est que le patient revienne vers le médecin, accompagné de quelqu'un ou 2 ou 3 membres de la famille pour que le médecin puisse leur expliquer clairement les options thérapeutiques qui s'offrent aux patients. Alors, lorsqu'on vous explique les options thérapeutiques, le parcours aussi dépend de ce que le médecin
va vous proposer et quel choix vous avez fait. Si, par exemple, prenons le cas de la chirurgie, lorsque le médecin vous propose la chirurgie, si vous êtes OK pour la chirurgie, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez faire ce qu'on appelle un bilan préopératoire. Donc, c'est un bilan qui est destiné à savoir est-ce que aller vous opérer présenterait un risque ou pas, et s'il y a un risque, qu'est-ce qu'on peut faire avant de vous opérer. Donc, une fois que vous faites ce bilan-là, vous allez voir nos collègues, les anesthésistes, c'est les spécialistes qui vont vous faire l'anesthésie avant que le chirurgien puisse faire son geste opératoire. Et une fois que vous faites ce parcours-là, vous revenez voir le patient. De commun accord, vous discutez, le patient vous fixe une date pour votre intervention, et une fois que la date est fixée, vous êtes hospitalisé, vous êtes opéré, vous passez un séjour à l'hôpital, parfois 5 jours, parfois 1 semaine. Après, vous sortez, et quand vous allez sortir, après, il vous revoit avec les résultats finaux de ce qu'il a enlevé, et on va établir un calendrier de suivi pour ce patient-là. Donc ça, c'est l'exemple pour les patients qui seront opérés. Lorsque vous prenez les patients généralement qui vont peut-être opter pour la hormonothérapie, alors déjà vous amorcez la prescription de l'hormonothérapie, le patient peut commencer l'hormonothérapie et vous l'envoyez vers votre collègue radiothérapeute qui va recevoir le patient, lui expliquer c'est quoi le principe de la radiothérapie et commencer déjà la radiothérapie. Et une fois que la radiothérapie finit, le patient revient vers son urologue qui établira encore un schéma de suivi pour pouvoir suivre le patient. Le traitement est coûteux, non? Le traitement du cancer de la prostate reste globalement coûteux. Que ce soit la chirurgie, que ce soit l'hormonothérapie, que ce soit la radiothérapie, ça reste coûteux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus la maladie est avancée, plus le traitement coûte très très cher et moins on a les chances de guérison. Donc c'est mieux de découvrir plus tôt, on dépense moins pour le traitement et puis on a plus de chances de guérison. Mais est-ce que c'est différent est-ce que les traitements, les options, les traitements sont accessibles à tous ces acteurs par rapport à la prise en charge, je veux dire? Alors, par rapport à la prise en charge chez nous, actuellement, on a quand même pas mal d'options thérapeutiques qui sont disponibles, mais comme on l'a dit, ça coûte un peu cher. L'accessibilité pour la population globale, est-ce qu'elle est effective? Je suis honnête de le dire, c'est très difficile pour les patients. Quand vous prenez la chirurgie, c'est vrai, le plus souvent, on les fait dans les CHU, mais ça reste coûteux même quand c'est au CHU. Le patient, ce qu'il va dépenser pour les blocs opératoires, pour tout ce qu'il va acheter pour qu'on puisse l'opérer, tout ça reste assez coûteux pour le Togolais globalement. Et en dehors de la chirurgie, quand vous prenez l'hormonothérapie, c'est généralement hors de prix. Pour exemple, vous avez les hormones généralement qu'on utilise, le décapeptide, enfin la triptoréline, je ne vais pas appeler le nom commercial, ou l'acétate de leproline, c'est autour de 85 000 par mois ou 125 000 par mois. En dehors de ça, si vous avez des métastases et qu'il faut associer des médicaments pour la douleur, pour la métastase osseuse et autres, c'est énorme. Quand vous prenez la radiothérapie, le Togo n'a pas encore un centre étatique, donc compris que cela puisse arriver pour alléger un peu la prise en charge des patients et tout, donc ça coûte extrêmement cher. D'où un diagnostic précoce pour pouvoir aussi être tranquille un peu, comme on dit. Docteur Farid a 2 petites questions pour vous, docteur, s'il vous plaît. D'accord. Vas-y. Oui, rebonjour docteur. Bonjour. Merci pour votre présentation, très intéressant. On l'aura compris, le cancer de la prostate, c'est une pathologie qui coûtera plus cher que traiter par exemple un paludisme. Ah oui, mais même les maladies ne sont pas équivalentes. Exactement. Alors, docteur, 2 petites questions profanes pour vous et une question qui vient de moi-même. D'accord. Quand nous avons monsieur Komi qui a 60 ans, qui est suivi pour des problèmes de la prostate et son médecin lui a dit qu'à son prochain rendez-vous, il va
va devoir lui faire un toucher rectal et il appréhende vraiment cette situation. Donc, il aimerait savoir est-ce que c'est une situation aussi chaotique qu'il le pense. Ensuite, nous avons un médecin qui a 45 ans, qui, après avoir vu son médecin, lui a demandé une prise de sang. Et il s'agit de PSA. Et on lui a dit de ne pas faire l'amour avant la prise de sang. Est-ce qu'il aimerait savoir, est-ce que c'est justifié? Et puis moi-même, docteur, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on annonce un cancer de la prostate à un patient? D'accord. On va commencer par Komi, peut-être. Et son souci, c'est le toucher rectal. Honneur au Seigneur. D'accord. Son souci, c'est le toucher rectal. Le toucher rectal, vous savez, c'est l'homme en lui-même. Quand vous parlez de toucher pelvien chez la femme, généralement, ça ne dit rien à la femme. Mais quand vous parlez de toucher rectal à un homme... C'est parce qu'on a l'habitude, hein, docteur. Peut-être, oui. Peut-être. Il se voit, c'est une violence psychologique importante. Mais en réalité, c'est quoi? Le toucher rectal, c'est un examen très simple. Très très simple. Il faut juste rassurer le patient. Il faut bien le faire. Alors moi, j'ai eu réellement un patient que j'avais vu en consultation et je lui ai dit monsieur, je dois vous faire le toucher rectal parce que je trouve que le PSA est légèrement augmenté. Il faut que je puisse voir cliniquement comment c'est. Le patient a versé les larmes dans le bureau. Et je lui pose la question, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais docteur, cet examen, on me l'a fait il y a 2 ans et que j'ai pleuré. Tellement le monsieur avait eu mal parce que c'était très mal fait. Quand c'est un orifice avec un sphincter, c'est fermé. Il faut l'amadouer, c'est comme il faut traiter, il faut faire cela comme une femme. Il faut être tout doux. Il faut vraiment ne pas être brutal dans le toucher rectal. D'accord? D'abord, c'est de lubrifier bien les gants. D'accord? C'est pas 2 doigts, c'est un seul doigt. Il faut vraiment faire de telle sorte que le sphincter se relâche avant d'introduire le doigt. C'est pas aller brutalement mettre le doigt et puis forcément le patient va avoir mal. Donc d'abord de savoir expliquer au patient le pourquoi le toucher rectal, le rassurer et le faire d'une façon très très douce. Et pour anecdote, quand j'ai fait le toucher rectal au patient, il me dit mais c'est pas la même chose qu'on m'avait fait. Qu'il avait eu l'impression qu'on a pris un tube rigide pour enfoncer dans le canal. Donc vous voyez, donc il faut savoir comment le faire. On va aller du côté de Vincent qui parle d'un dosage de PSA et que le médecin lui a dit de ne pas faire les rapports juste avant. Effectivement, il a raison. Il a raison parce que toute agression de la prostate ou tout traumatisme de la prostate est en mesure d'augmenter légèrement le taux de PSA. C'est pas très significatif, mais ça veut dire que vous aurez quand même un petit biais sur le taux de PSA. Et donc, le fait de faire les rapports et d'éjaculer, c'est un peu comme une petite agression sur la prostate qui peut augmenter le taux de PSA. Et c'est pareil, il faut attendre généralement après les rapports 2 jours, 3 jours avant de faire le dosage. C'est net, ça vous donne un réel taux. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, de l'éjaculation, ensuite au rapport, vous avez les petites infections urinaires, vous avez un toucher rectal fait d'une façon très très agressive avec un massage long de la prostate. Ça peut aussi faire augmenter légèrement le taux de PSA. Donc, c'est de petites situations qu'il faudrait éliminer pour cela. Alors, maintenant, par rapport à vous, votre question, comment annoncer le cancer de la prostate? Comme tout cancer, ce qu'il faut dire du cancer de la prostate, quand vous l'énoncez, il faut les rassurer que c'est une pathologie qui a une évolution très lente. C'est un des cancers les plus gentils que l'organisme puisse connaître. Le cancer de la prostate a un pronostic très très bon, surtout lorsque vous diagnostiquez tôt. Généralement, vous traitez votre patient au bout de 5 ans, vous êtes capable de déclarer votre patient guéri. Ou encore même à un stade légèrement avancé, vous avez des taux de survie à 5 ans qui peuvent arriver jusqu'à 90%. Donc déjà, rassurer ce patient que c'est pas un cancer pour vous dire qu'au bout de 6 mois, vous allez mourir. Mais toujours est-il que même si vous rassurez certains patients, il y a d'autres qui l'acceptent tout de suite et puis
puis ils vont au combat, ils vont à la guerre pour commencer leur prise en charge. Mais d'autres, c'est très difficile. Et cette situation-là, c'est à vous de le détecter. Parfois, vous pouvez faire appel à vos collègues, les psychologues, pour vraiment amener le patient progressivement à comprendre sa pathologie, à l'accepter. C'est très important. Mais c'est pas le patient rentre dans le bureau, vous lui dites, monsieur, vous avez un cancer, partez. Non. C'est vraiment de prendre son temps. Souvent, c'est des situations qui peuvent nous prendre 30 minutes à 45 minutes, vraiment discuter en long et en large avec le patient. Quand vous l'énoncez, c'est qu'il faut lui dire qu'il y a des solutions derrière. Il faut lui dire que c'est pas une fatalité. Donc voilà comment vous allez amener le patient à être rassuré. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, et ce que nous retenons, c'est que c'est comme toute adversité dans la vie. Il va falloir prendre les devants et la surmonter. Exactement. Quoi. Merci beaucoup Farid. Docteur, justement, on va parler de la prévention. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on va parler de la prévention, s'il vous plaît. Alors, cette question aussi, très souvent, elle revient. Et je vais être assez précis par rapport. Il y a aucun moyen de prévenir la pathologie. C'est ce que je dis. Si le bon Dieu vous a créé, a prévu que vous allez faire un cancer de prostate à 60 ans, vous le ferez, quel que soit ce que vous allez faire. Donc tous les produits qui circulent dans la nature pour tromper les gens, oui, c'est pour prévenir, il faut faire beaucoup attention. Les études scientifiques, on s'est penché là-dessus, on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait, et on s'est rendu compte que parfois même, certains produits entraînaient plutôt des diagnostics de cancer beaucoup plus agressifs que la normale. Et donc, il faut faire beaucoup attention. On ne prévient pas le cancer de la prostate. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut entreprendre une démarche pour un diagnostic précoce, pour une meilleure prise en charge. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette prévention. Donc, tous ceux qui disent je mange de l'ail, je bois du miel. Non, mais il y a tout et rien sur les réseaux sociaux et autres. Il faut faire très attention, pas que forcément pour ce cancer-là, mais pour tout. Donc après, c'est tout à chacun de faire attention à sa vie. C'est aussi le travail qu'on fait ici. Il faut que les gens sachent. C'est ça. Que peut-on retenir, s'il vous plaît, docteur, de tout ça? Ce qu'on peut retenir, c'est que la prostate, quand les patients vont vers leur urologue, ils disent « Docteur, j'ai la prostate », il faut qu'ils sachent que la prostate n'est pas une maladie, c'est un organe comme les autres. Il faut dès à présent que les patients sachent que le cancer de la prostate ne doit pas être tabou en 2024 et au-delà. C'est pas une pathologie où quand vous l'avez, on va vous dire oui, c'est parce que vous avez trop fait affaire de sexe, c'est pour ça que vous avez ce cancer. Parce que c'est cette idée-là que les patients ont, et parfois même d'autres ont diagnostic qui disparaissent. Ils n'informent pas leur famille, ils s'enferment sur eux-mêmes et puis après, la fatalité arrive. On ne peut rien. Donc il faut savoir que c'est pas votre action, c'est pas une punition divine, c'est une pathologie comme les autres. Donc il faut s'ouvrir pour que déjà si on fait le diagnostic, qu'on puisse vous aider à une prise en charge adéquate et adaptée pour une meilleure survie. Maintenant, il y a un autre problème, c'est par rapport à la chirurgie sur la prostate. Alors, il y a énormément de profanes qui se permettent de dissuader les gens de ne pas se faire opérer. On vous dit clairement, la prostate, on ne touche pas. Mais si on ne touche pas, vous voulez qu'on les traite comment? Même la biopsie prostatique, moi j'ai entendu, parfois même certains personnels de santé dissuader leurs patients, leurs parents de ne pas faire la biopsie, que ça va flamber le cancer. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Nous, on ne sait pas. Donc, il faut savoir que la chirurgie de la prostate, en réalité, c'est pas ça qui tue, mais c'est la maladie elle-même qui tue. La maladie, on l'a vu, ça va évoluer vers inéluctablement la fatalité. Donc, il faut se faire diagnostiquer tôt
il faut éviter de s'enfermer sur soi-même en disant que vous avez une maladie, une malédiction. Et puis, il faut accepter généralement les options thérapeutiques. Bien sûr, si vous pouvez prendre un deuxième avis chez un autre médecin, moi, parfois, je conseille ça à mes patients. C'est vrai qu'on discute généralement en RCP pour les dossiers, mais quand je vois que le patient, il est réticent, parfois, je peux l'envoyer chez un autre collègue pour qu'il puisse écouter l'autre collègue. Ça essaiera de le rassurer et d'accepter la prise en charge. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue. Grand merci d'être venu nous éclairer un petit peu sur cette pathologie, cette maladie, justement. Novembre bleu, octobre rose, novembre bleu. Un grand merci à vous. Merci aussi docteur Farid. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clesso. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.